Bonjour et bienvenue à cette plénière du deuxième jour du salon Stratégie Client 2017. Nous allons aborder avec nos trois invités pendant une heure un thème qui vous est cher. Avant cela, je vais vous rappeler quelles sont les règles de partage qui doivent s'afficher sur les écrans. Si vous désirez poser des questions, vous pouvez envoyer un SMS au 06 33 33 12 16. Également sur l'application du salon qui est l'application de l'Ivy. Et depuis Twitter, vous pouvez tweeter avec le hashtag EMKTP 2017 ou également avec le hashtag stratégie C qui s'affiche sur l'écran. Nous prendrons les questions au fur et à mesure ou à la fin de cette session. Alors comme nous sommes le matin et qu'on a tous besoin d'un petit peu d'énergie, je vais commencer par un sondage à main levée. J'adore les chiffres et les sondages. C'est vrai que, comme disait Woody Allen, 92,7% des statistiques sont fausses. Néanmoins, on va quand même faire un sondage pour se mettre un petit peu dans le sujet du jour. Alors, levez la main, tous ceux qui ont l'intention de déclarer leurs impôts en ligne avant le 6 juin, bien sûr. Ah, vous voyez, on est à 83,8% à peu près. Donc, un Français sur deux est dans ce cas, avec une expérience qui est plutôt fluide. Pas agréable, mais on va dire fluide. Et puis, quelles sont celles et ceux qui apprécient les lumières vertes et rouges dans les parkings lorsqu'ils se garent? Voilà, on est quasiment à 100%. Et malheureusement, cette expérience n'est pas tout à fait réussie, peut-être ce matin pour ceux qui se sont garés au parking. Mais quelles sont celles et ceux, on va rentrer dans un autre canal, quelles sont celles et ceux qui sont irrités par le fait de devoir répéter leurs problèmes au téléphone à nouveau à un service client? Et là, vous voyez qu'on est à peu près dans la même proportion que ce que nous révélait une étude de la Harvard Business Review il y a quelques années, qui était une étude un peu fondatrice sur le sujet de l'effort client. Dans un article qui date d'il y a quelques années, donc dans la Harvard Business Review, qui s'appelle « Stop trying to delight your customers », donc arrêtez de vouloir enchanter vos clients. L'idée était eh bien, de théoriser le Customer Effort Score. Donc, la mesure de l'effort client. Et donc, il y avait un chiffre qui était celui-ci. C'était la majorité des clients sont irrités par le fait de devoir répéter à nouveau leurs problèmes à un conseiller au téléphone. Et puis, il y a de cela 2 ans, il y a eu une étude que j'adore et je vous incite à la télécharger. Elle a été faite auprès de 12 000 clients dans 8 pays qui s'appelle le Global Brand Simplicity Index, et qui nous révélait que 63% des clients sont prêts à payer plus pour une expérience plus simple. Et dans cette grande étude, il y avait aussi le classement des marques les plus simples du monde et les marques les plus complexes du monde. La marque la plus simple du monde étant un distributeur allemand, qui est en l'occurrence Aldi. Un autre chiffre avant de commencer cette plénière, issu d'une étude annuelle qui est faite par l'Association française de la relation client, la FRC, qui est donc le baromètre de l'effort client. Cette étude, qui est faite chaque année par Médiamétrie, calcule l'effort client sur un certain nombre de parcours emblématiques de la relation client en France. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que le taux d'effort, c'est-à-dire la proportion de clients déclarant faire un effort important ou très important, était de 40% en 2014. Il est passé à 31% en 2015 pour enfin passer à 29% en 2016. Donc vous voyez que vous-même, nous tous et vos clients, nous faisons de moins en moins d'efforts. Nous allons pouvoir vérifier avec notre panel aujourd'hui quelles sont justement les initiatives dans ce domaine, et je vais rejoindre la table et nos invités pour commencer cette plénière. Bonjour et bienvenue pour cette table ronde. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet. Donc, réduire l'effort et simplifier les impératifs de la relation client. Et nous allons commencer par Armelle Balanceux, qui est à ma gauche. Donc, Armelle Balanceux, on connaît Direct Énergie. Vous êtes un challenger dans le domaine de l'énergie, mais vainqueur à 10 reprises du prix
élu service client de l'année. J'ai vu aussi que vous étiez en tête d'une étude qui a été faite par Trust Team Finance et Ipsos, hein, qui est une étude européenne et en France aussi dans le domaine de l'énergie. Donc bravo pour ces réussites. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter votre société en quelques mots? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser, je rentre de 2 semaines de vacances avec une toux maligne et persistante. Donc si elle me prend pendant la conférence, je vous prie de m'en excuser à l'avance. Donc, tout le monde est prêt à faire un effort en l'occurrence. Hein. Voilà, 2 semaines de vacances, c'était pas idéal. Bon, moi j'ai rejoint Direct Énergie fin 2007 à l'occasion de l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence sur le marché des particuliers. Et avant ça, j'étais dans les télécoms où j'avais aussi rejoint une aventure d'ouverture à la concurrence chez Neuf CGTEL sur le marché des télécommunications également. Donc Direct Énergie, comme tu l'as dit, donc on est un fournisseur d'énergie. On vend de l'électricité et du gaz aux particuliers, professionnels, entreprises et collectivités locales. Nous sommes 3e du secteur derrière les 2 fournisseurs historiques. Nous avons plus de 2 millions de clients, un chiffre d'affaires d'1,6 milliard d'euros, une très forte croissance. On a fait plus de 60% en 2017 et nous avons encore une très belle croissance, un océan de croissance, comme dirait notre président devant nous. Nous visons 4 millions de clients dans les 2 à 3 ans qui viennent. Nous sommes également producteurs. Nous avons 2 centrales en service, une en projet en Bretagne. Et nous sommes également présents en Belgique. Voilà, ce qu'il faut retenir sur l'entreprise, c'est que c'est une entreprise jeune, entrepreneuriale. Hein, c'est au départ une start-up. Donc tout ça se retrouve dans ce dynamisme et cet esprit entrepreneurial se retrouve dans nos valeurs. Nous voulons faire bouger les lignes en étant simple, c'est le sujet d'aujourd'hui, à l'écoute et en incarnant une forme de liberté et d'audace sur ce marché. Et effectivement, nous avons remporté depuis 10 ans le trophée du service client de l'année. Nous sommes bien placés dans les sondages. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que dès le départ, nous avons mis la relation client au centre de la stratégie. Quand on est un acteur neuf qui arrive sur un marché où dominent des marques historiques très fortes, on a fait très tôt le choix de faire de la qualité de la relation client un axe de différenciation. Et voilà, on s'y attache tous les jours. Merci pour cette introduction. Alors François Rondeau, chez Orange, vous avez assuré l'accompagnement du lancement de Sosh depuis 2011 et la transformation digitale du business model dans l'univers des télécoms. Et chez Apple également, vous avez fait le lancement de l'iPod en France en 2001. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre société et également sur votre parcours ? Allô, oui, bonjour à tous. Je vais essayer de faire simple et court, hein, puisque c'est le thème de la journée. Donc effectivement, moi j'ai fait mes armes dans l'industrie informatique chez 2 constructeurs qui sont Hewlett-Packard et Apple. Et puis j'ai rejoint Orange en 2007. J'ai d'abord fait des ventes et puis ensuite je suis passé côté Orange France pour le lancement de l'aventure Sosh, dont vous devez savoir que c'est l'opérateur 100% digital de l'opérateur historique Orange. Donc on a lancé il y a 5-6 ans. Avec cette volonté dès le départ d'avoir une relation client qui effectivement est au centre de l'offre et qui est 100% digital. Donc normalement plus de téléphone, pas de passage en boutique et essayer de définir une offre qui soit à parité attractive pour ce qu'elle est en termes de téléphonie et surtout attractive en termes de relation client, pas uniquement au moment de l'achat mais tout au long de la vie du client. Voilà, et Sosh a servi et sert toujours un petit peu de cheval de bataille et de moteur en interne chez Orange pour transformer notre modèle et puis passer dans un monde qui sera dans quelques années, on le pense, totalement numérique. Merci beaucoup. J'indique qu'il y a une dizaine de places devant, donc vous pouvez vous rapprocher si vous le désirez. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes debout. C'est un signe de succès pour ce thème visiblement qui intéresse les visiteurs du salon. Alors Rénal Chapuis, au mois d'août dernier, vous avez été promu directeur expérience utilisateur et digital de Pôle emploi. Précédemment, vous étiez directeur de l'innovation et de la responsabilité sociétale et environnementale et directeur du multicanal. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter Pôle emploi en quelques repères et chiffres clés ? D'abord, merci de cette invitation Thierry. Ce qui est important déjà, c'est d'avoir en tête que l'action publique, bien entendu, elle a
tu citais les impôts. Une préoccupation première, c'est bien sûr la question de la simplicité et la question en fait des usages. C'est vrai qu'on naturellement on pense pas au secteur public et c'est vrai que c'est c'est quelque chose aujourd'hui qui nous concerne, qui est vraiment au centre des préoccupations. Alors Pôle Emploi, c'est un jeune opérateur de l'État. On a une dizaine d'années. C'est 54 000 collaborateurs, donc c'est un établissement en fait qui rassemble aussi plus de 900 agences. Qui sert, on va dire, 400 000 entreprises chaque année. Donc, c'est en termes de services. Naturellement, d'ailleurs, on ne pense pas aux entreprises. C'est un axe de développement pour nous de services très important. C'est bien sûr les inscrits, on va dire, en tant que demandeurs d'emploi, 7,4 millions d'inscrits chaque année. Et c'est en gros un peu plus de 32 milliards qui sont versés aux demandeurs d'emploi. On a également tout ce qui est des mesures pour la création d'emplois côté entreprise. Ce qu'il faut retenir, je pense, par rapport à la question de la simplicité, c'est que la simplicité, dans un champ de contraintes sans doute qui est hyper aigu, c'est un sujet autant d'ailleurs interne qu'externe. C'est comment, en se pensant bien, finalement, on est capable aussi de se transformer au bénéfice des utilisateurs et aussi en interne, de manière à simplifier l'expérience interne dans ce que tu appelles la symétrie des attentions. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est au cœur de la préoccupation aujourd'hui du travail. Et donc, on a comme mission d'indemniser, bien sûr, d'accompagner tout ce qui est développement de compétences, tout ce qui est sécurisation des parcours professionnels. Et puis, un sujet sur lequel, d'ailleurs, on ne se pense pas forcément comme le producteur des services, on est un opérateur. Donc ça, c'est important. C'est tout ce qui est information autour du marché du travail. Et donc, sur ces sujets-là, on ouvre aussi pas mal l'accès à nos données pour justement co-construire, co-innover en fait avec le marché. Merci beaucoup. Alors peut-être un point de définition à propos de la symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est un postulat selon lequel la qualité de la relation client doit être égale à la qualité du management. Armelle Balanceux, alors je voudrais qu'on entre avec vous dans le thème de cette plénière. Vous disiez en introduction que la simplicité, la réduction de l'effort ont été des éléments de différenciation de Direct Énergie dès le départ. Oui, tout à fait. Enfin, voilà, c'est un sujet d'actualité. Tu l'as dit, les gens font de moins en moins d'efforts. Nous, on est dans un domaine où déjà changer de fournisseur, c'est un acte engageant, donc il faut que ce soit facile et rassurant. Et cette simplification, elle est vraiment au cœur de notre approche. Nous sommes d'ailleurs tous dans l'entreprise alignés sur un motto qui est innover pour simplifier l'énergie à nos clients. Alors innover parce que c'est dans notre ADN en tant que société neuve sur ce marché. Nous sommes là pour faire bouger les lignes. Nous aimons nous définir comme l'énergéticien du 21e siècle. Mais innover pourquoi ? Pour simplifier, c'est vraiment le terme qu'on a choisi, l'énergie à nos clients. Parce que c'est un domaine qui reste aujourd'hui assez obscur, vécu souvent comme une espèce de fatalité subie. La conso, la facture, c'est quelque chose de compliqué. Donc c'est notre rôle à nous de rendre les choses simples, de donner envie, de faciliter le pilotage de la consommation, qui reste aussi un enjeu des foyers. Donc ça veut dire que réduire l'effort, ce n'est pas un sujet juste de relation client, c'est vraiment une démarche d'entreprise transverse qui embarque chez nous les ventes, la relation client, le marketing. Donc côté marketing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des offres très claires, très lisibles, un site web convivial qui va à l'essentiel. Côté vente, on a beaucoup travaillé pour faire de la souscription quelque chose de très fluide et qu'on puisse changer de fournisseur. On l'a minuté en moins de 10 minutes avec comme référence de se dire que changer de fournisseur simple, c'est aussi simple que d'acheter une pizza. Et puis en termes de relations clients, ça veut dire à la fois répondre vite et bien sur tous les canaux. Ça a l'air d'être une évidence, mais c'est là que ça commence l'effort. Et aussi anticiper, aller au-devant des clients pour accompagner tous les événements du parcours que peuvent être une relève, une facture, un déménagement. Et en transverse à tout ça, un gros travail, on parle beaucoup de digital, sur tout ce qui touche à l'outillage et au digital. Tout ce qu'on fait, c'est dans une optique, c'est penser mobile first, on est nativement mobile, alors bien sûr sur le site, sur le self-care, sur l'appli, mais aussi dans tous les messages et les communications mail qu'on envoie aux clients. C'est pas neutre parce que ça change un peu le style, ça veut dire que déjà les messages aussi sont plus simples, plus concis.
Ça passe par le choix des canaux. On essaie d'être présent sur tous les canaux, hein, classiques, du téléphone au chat aux réseaux sociaux, mais on teste de nouvelles choses. Les gens sont sur Facebook Messenger, ben, on pourra peut-être en parler après, mais on fait des choses sur Facebook Messenger. Voilà, on teste, on essaie. Il y a tout ce qui touche tout ce qui touche à l'autonomie, hein, donc à travers justement le self-care et une appli mobile dont on pourra parler après plus avant, mais qui se veut aujourd'hui justement très simple et très concrète. Et puis en dernier point, on a aussi pas mal récemment, on s'est pas mal outillé pour ce qui touche à tout ce qui est la gestion de campagne. Et dans cette optique d'accompagner, anticiper, on peut faire aujourd'hui des choses très ciblées, comme par exemple proposer spontanément et de manière automatisée à un client qui a une facture un peu plus forte que d'habitude, un étalement de sa facture sur 2, 3 ou 4 mois. Voilà, on arrive à faire des choses comme ça. François Rondeau, vous êtes également dans un secteur extrêmement bataillé, hein, chez Sosh et chez Orange. La réduction de l'effort client et la simplification sont aussi, comme dans le secteur de l'énergie, des sources de différenciation importantes. Alors, la simplification, effectivement, c'était une source de différenciation. Quand on a lancé Sosh en 2011, ça l'est resté sans doute pendant quelques temps. Maintenant, ce qui se passe sur notre marché, qui est celui de la téléphonie mobile, vous le savez, vous en profitez tous, il y a une guerre des prix qui a lieu et qui dure et qui perdure. Et aujourd'hui, la simplification, c'est plus uniquement une source de différenciation, c'est pas uniquement ça, c'est même devenu un essentiel, un basique. Donc aujourd'hui, dans notre métier, si nos offres ne sont pas simples, si notre site internet n'est pas simple, si notre application mobile n'est pas simple, on est tout simplement disqualifié. Donc c'est devenu en fait un composant de base et un prérequis à pouvoir tout simplement vendre nos offres. Donc quand on se lève le matin, on pense simplification, et quand on se couche le soir, on pense simplification. Et pour illustrer ça, mais j'en parlerai après, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire moins, alors pas moins travailler malheureusement, mais de faire moins pour faire mieux, réduire nos offres pour faire et proposer vraiment des offres qui soient essentielles. On a parlé de points de contact à l'instant avec, par exemple, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On avait une politique et un marketing qui était assez généreux chez Sosh au lancement de la marque, qui ressemblait à Orange. On se disait beaucoup, nos clients viennent nous voir sur ces points de contact sociaux, on a notre propre communauté, on fait du chat, on propose quand même un petit peu de téléphone dans un certain nombre de cas d'urgence. On va se mettre en symétrie totale avec le client et on va être présent sur tous ces canaux. On est plutôt aujourd'hui dans une volonté de simplifier notre offre, que ce soit notre offre en termes de forfait ou que ce soit notre offre aussi en termes de relations clients. Pourquoi ? Parce qu'on est tous les mêmes. D'abord avec le digital qui est le modèle Sosh, on veut tout de suite. Donc la multiplicité de l'offre va un peu à l'encontre de ça. Si je dois, quand j'ai une question à poser à la marque Sosh, d'abord faire l'effort de me dire sur quel canal je vais poser la question, quel est le canal le plus efficace, c'est déjà un effort alors que nos clients ne veulent plus faire d'efforts. Et puis je veux une réponse tout de suite, là, immédiatement. Et là, une fois de plus, la multiplicité des points de contact ou des offres trop complexes vont à l'encontre de la simplification. Donc c'est devenu vraiment, en fait, non plus un différenciateur, mais un élément essentiel de notre boulot. Et ça passe par faire moins pour faire mieux. Oui, c'est ce que disait en substance l'étude que je citais tout à l'heure. La majorité des clients sont prêts à payer plus pour une expérience plus simple. Et c'est pas étonnant de voir dans le monde réel, dans la distribution, que c'est un hard discounter allemand qui est dans 8 pays et auprès de 12 000 clients classé numéro 1 en termes de simplicité de l'expérience. Aldi, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui sont allés chez Aldi, allez au rayon yaourt par exemple, au rayon yaourt nature, et vous aurez beaucoup moins mal à la tête qu'au rayon yaourt nature dans les grandes enseignes de distribution alimentaire. Et c'est aussi cette simplicité, si je puis dire, qu'achètent les clients. Alors, pardon de cette interruption sur les yaourts, mais Rénal Chapuis, j'avais dans mon introduction pris soin de citer tous vos titres. Alors c'était un peu long, mais en fait ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans l'évolution de votre parcours et de vos fonctions, hein, vous êtes passé du multicanal dans votre fonction à l'expérience. Est-ce que c'est un signe de l'évolution de Pôle emploi ? Est-ce que votre parcours nous dit quelque chose sur l'évolution de Pôle emploi ?
Je pense que, bon, d'abord, il y a des modes dans les titres, on va pas. Mais c'est vrai que la question plutôt de l'expérience est devenue centrale, effectivement, pour les marques qui sont présentes aujourd'hui, et dépasse la simple question, effectivement, de la distribution des services. C'est-à-dire qu'une approche multicanale, c'était bien la question à la fois on va dire, la distribution, l'efficacité opérationnelle, on va dire, ou de l'efficience, avec, on ajoutait la satisfaction, c'est effectivement être capable sur un trépied, de piloter finalement la distribution des services. Dans la notion d'expérience, on ajoute finalement d'abord une considération centrale qui est bien sûr l'utilisateur, le client. Et on le fait en débordant largement la question de la simple satisfaction. On parle de simplicité, on parle d'effort. Moi, je parle de perception, en gros, de vécu. C'est comment finalement je ressens, comment je vis la consommation de tel et tel service ou de tel produit. C'est vrai qu'au-delà du coup de l'histoire des organisations, je pense que ces différentes étapes montrent aussi une question de maturité interne des organisations par rapport effectivement à cette question du client. Donc, moi, je pense, je ne suis pas emblématique de cette histoire des titres. Je veux juste dire que c'est vraiment plutôt une bonne chose pour que les clients se ressentent comme étant à la fois attachés, fidèles, loyaux à une marque, mais au-delà finalement de cette loyauté, de se dire vraiment j'ai vécu une expérience qui est réussie. Et la question qu'on a juste après, c'est comment on pilote cette relation, comment on la capte, comment finalement on arrive à la traiter. Alors c'est vrai qu'au-delà finalement de la création, nous, des premiers services qui étaient vraiment dans une logique de simplicité, parce que s'inscrire par exemple à l'époque, au tout début à Pôle emploi, ça couvrait... Ouais, j'ai fait l'expérience. Voilà, bon, tu as fait l'expérience. Croiser effectivement la question de l'assurance chômage, la question du droit du travail, enfin on est quand même dans un champ de complexité. Et d'ailleurs, à la création de Pôle emploi, on avait créé une interface unique qui permettait en fait de fédérer tous les fameux CERFA et donc de simplifier. On avait déjà finalement au démarrage. Et puis dès qu'on a commencé à se poser la question des rendez-vous, dès qu'on a commencé à se poser parce qu'ils attendent des rendez-vous. Donc comment est-ce qu'on mettait à disposition nos plannings, donc comme organisation, vous avez 54 000 collaborateurs, vous avez autant de méthodes de planification d'une agence à une autre. Le manager, il fait un petit peu son travail. Donc comment on homogénéisait ça pour proposer le meilleur service? Et là, on a une étape finalement supplémentaire. Et personnellement, je veux dire qu'il y a eu, dans le cadre de la RSE, des choses qui m'ont frappé. Donc finalement, je vais vous parler un peu de responsabilité sociétale. Parce que bien se penser, en tant qu'organisation, c'est bien penser aussi son rapport au monde et son rapport à l'utilisateur. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'UNAPI, donc l'Union nationale effectivement qui accompagne les personnes handicapées cognitives. Et en fait, en travaillant avec eux et aussi avec l'Agence de lutte contre l'illettrisme, on s'est aperçu qu'on avait un véritable sujet, mais qui est conjoint à tout le monde. C'est que nos utilisateurs, nos clients, déjà, ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas les mots, ils ne comprennent pas les termes, et que la manière de s'exprimer, finalement, est déjà un sujet de simplification. Et on a fait des travaux avec... Alors, c'est une méthode artisanale, donc on a des personnes handicapées qui viennent, on a les éducateurs, on a réécrit un certain nombre de choses pour simplifier déjà la compréhension, les concepts, les termes. Vous avez d'ailleurs beaucoup ce type de méthodes qui sont utilisées, notamment dans la culture, dans les musées, etc. Vous avez souvent des guides faciles à comprendre. Et ça nous a beaucoup appris sur nous et sur la vision qu'avaient finalement nos utilisateurs dans finalement l'offre de services qu'on leur proposait. Je pense que la première des étapes, c'est déjà de dire, est-ce que déjà les termes qu'on exploite, parce qu'on jargonne tous, on a des termes qui sont un peu techniques, est-ce que les gens nous comprennent? Et ce travail-là, qui est un travail de responsabilité sociétale, on va dire, ça a été déjà un premier acte de simplification. Le deuxième acte, c'est de se dire, on ne peut plus faire de la conception sans l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arriver à concevoir des services avec eux. Donc on a construit un lab pour le faire. On a commencé à travailler effectivement avec en tout cas d'autres méthodes, y compris en interne, pour être plus agile et suivre mieux les utilisateurs. Et au-delà, donc du coup, pour terminer sur ta question, au-delà du coup de la simple satisfaction, c'est toute cette chaîne de valeur et d'expérience qu'on doit être capable de tracer, avec aussi des nouvelles formes de métriques qui ne sont pas ceux naturellement d'une organisation qui a des objectifs de vente ou de service. Ce que vous dites me fait penser à quelques chiffres et des sources que j'ai pu collecter à l'occasion de la publication de mes tendances pour 2017, et notamment un grand testing qui avait été fait par 60 millions de consommateurs au mois de novembre, et une étude du Crédoc qui disait qu'il y avait un peu moins d'un tiers des Français qui étaient en situation délicate vis-à-vis de l'usage d'Internet, soit
pas du tout utilisateurs d'Internet ou faibles utilisateurs d'Internet. Et c'est vrai que lorsqu'on conçoit des nouveaux parcours clients, on a un peu tendance à oublier cette catégorie qui est en difficulté, catégorie dans laquelle on peut trouver effectivement les personnes qui sont en situation d'handicap. Revenons à vous, Armelle Balanceux. Est-ce que ça va mieux, la gorge? Bon, tout va bien. Alors, parlons maintenant des initiatives dans le domaine de la simplification. Comment est-ce qu'on fait concrètement chez Direct Énergie? Déjà, comme je le disais, la simplification, ça commence très en amont. Donc, on a des offres simples, on a des parcours simples. Par exemple, 95% de notre parc, 98% est mensualisé. C'est quelque chose, c'est comme les impôts, hein, mais ça fluidifie énormément la relation, ça simplifie énormément la relation à son budget aussi. Donc, c'est quelque chose que très tôt, c'était pas nouveau, mais très tôt, on l'a poussé, un peu systématisé, et donc on a beaucoup travaillé pour justement rendre nos estimations les plus fiables possibles pour qu'on puisse mensualiser nos clients. Et puis on lance en permanence des initiatives pour fluidifier l'expérience client à tous les touchpoints. Par exemple, on a lancé... Tous les points de contact du parcours client. Excusez-moi. On a dit qu'on n'allait pas jargonner, donc Reynald a eu une très bonne idée. Tout à fait. Donc, on va simplifier aussi notre jargonner. Donc, tous les points de contact, et ça commence par la souscription. Par exemple, on a mis en place pour le client qui vient de souscrire, et après, on a toutes sortes de clients, hein, un suivi de souscription dans Facebook Messenger. Pour ceux qui le souhaitent, ça permet de recevoir la confirmation dans son fil. Ça permet de recevoir les éléments, les caractéristiques du contrat. Ça permet de lui pousser ses accès à l'espace client. Ça veut dire que voilà, celui qui vient de souscrire, il a un accès facile où il peut revenir facilement à toutes ces informations clés. Pour nous, c'est aussi précieux en début de vie de récupérer des relèves des clients. On vient de lancer aussi un bot qui permet de simplifier pour que les clients puissent nous communiquer leurs relèves. Un robot. Un robot, voilà. Un robot. Un bot, comme on dit, effectivement. Un bot, comme on dit. Ou un chatbot. Hein. Un chatbot. Un robot de conversation. Voilà. Et puis, on a lancé fin d'année dernière une appli mobile qui est à la fois très complète parce qu'elle embarque vraiment des tas de fonctionnalités de self-care et tout un socle de services au-delà, et très simple et vraiment pensée en ce sens. On pourra peut-être en reparler après, mais on a vraiment impliqué les clients dans le design avec tout un travail justement d'ergonomie pour simplifier au maximum les parcours. Par exemple, des choses très bêtes, on s'est aperçu que beaucoup de clients nous appelaient parce qu'ils ont besoin d'un justificatif de domicile. On vous demande souvent une facture d'énergie pour justifier du domicile. Donc dans l'appli, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait remonter très haut. Et donc en un clic, si vous avez besoin de votre justificatif de domicile, dans la seconde, il est dans votre boîte mail. On a aussi embarqué dans notre appli une messagerie intégrée. C'est comme Messenger, sauf que c'est pas dans Facebook et c'est pas contrôlé par Facebook, c'est pas WhatsApp. Ça veut dire que notre appli, c'est du tout en un. C'est à la fois un socle de service, c'est à la fois un socle de relationnel. Et donc, on peut tout faire dans l'appli, y compris converser avec son conseiller en mode connecté, déconnecté. Donc, c'est vraiment le concept de tout Direct Énergie dans ma poche, dans mon petit smartphone, à tout instant que je peux activer. Donc ça fait partie aussi de la démarche de réduire l'effort, simplifier les choses. Aujourd'hui, on travaille sur le déménagement, mais c'est pareil, on se remet en chantier, et encore une fois, en transverse, hein, on embarque le marketing, le digital, les ventes, la relation client, des gens qui sont sur le terrain, pour redesigner un espace qui désanxiogénise, entre guillemets, ce moment un petit peu particulier qu'est le déménagement, où il faut récupérer des informations sur l'ancien logement, le nouveau logement. Donc voilà, fluidifier tout ça. Merci beaucoup. Alors François Rondeau, quelles sont les actions marquantes pour désanxiogéniser chez Soch? D'abord, je dois dire qu'en 5 ans, on a fait toutes les erreurs ou toutes les bêtises possibles et imaginables. On a beaucoup tâtonné. 5 ans après, moi, je retiens 3 choses. D'abord, je reviens sur la partie offre. Il faut se rappeler que Soch, c'est le passage pour Orange d'un monde où on vendait nos forfaits en boutique à un monde où on a commencé à vendre pleinement nos forfaits sur Internet. Voilà. Et sur Internet, comme vous le savez, on peut vendre tout. Hein. Moi, je suis en train de tenter une expérience en ce moment depuis 3 semaines. J'essaye d'acheter une voiture sur Internet sans aller en
en concession en prenant le pari que je vais réussir à le faire, voire à me faire livrer ma voiture chez moi. Je crois qu'il y a des constructeurs automobiles dans, Voilà. dans la salle qui sont Donc je parle intéressés par les de retours Audi, d'expérience. s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, au secours. Ça fait 3 semaines que j'y suis. Tout ça pour dire, on peut tout vendre sur Internet, mais effectivement, quand il y a une offre simple, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que, je reprends l'exemple de la concession automobile. Quand vous rentrez dans une concession automobile pour acheter une voiture à 25 000 € comme moi, vous avez un peu de temps, vous avez un vendeur qui va vous comprendre, il a un catalogue, il a son ordinateur pour l'aider, vous avez 1 heure de temps devant vous. Quand on parle de la relation client digitale sur Internet, votre client, il a un écran de PC au maximum, ça c'était plutôt il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, vous le savez, il a un écran de smartphone, donc ça fait 5 pouces ou 7 pouces, et il a 2 minutes à vous accorder. Donc si vous croyez que les offres que vous vendiez facilement dans des magasins physiques avant, avec 1/2 heure de temps devant vous, vous allez pouvoir, sans les changer, sans les simplifier intrinsèquement, les vendre aussi simplement, aussi facilement sur Internet, vous vous trompez. Voilà, donc le premier enseignement, nous qu'on en a tiré, c'est que en termes de relations clients, il faut faire, quand vous passez au digital, travailler les gens du marketing produit avec les gens de la relation client, avec les gens qui conçoivent vos sites et vos applications. Et il faut simplifier vos offres. Et c'est ce nécessaire travail. Donc, une relation client simple, ça a un impact sur la définition de vos offres. Autrement, on bute vers une complexité qui est celle de la taille de l'écran et du temps que nous accordent nos clients. Ça, c'est le premier point. Simplifier vos offres. La deuxième chose, c'est faire ce travail de fond qui est la fameuse cartographie des parcours clients. Donc, écrire sous forme de schéma qu'est-ce que vivent vos clients sur ces grands moments de vie qu'ils ont avec vous, l'achat, l'assistance, la réclamation, malheureusement, parce que ça arrive de temps en temps. Et aller voir ce qu'on appelle les points de douleur. C'est-à-dire que quand on a écrit en 5, 6, 7, 8, 10 étapes le parcours achat, il ne suffit pas de dire je vais être bon sur chacune des 10 étapes et voilà, j'ai une bonne expérience client simple et intuitive. Si on reste du point de vue de l'entreprise, nous on a ces 10 étapes dans le parcours achat et pour nous elles sont toutes importantes et on fait un effort, on va dire, équivalent sur chacune des 10 étapes. Si vous donnez cette même cartographie à vos clients de votre parcours achat et que vous leur demandez qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces étapes pour vous, vous verrez qu'ils n'ont pas la même perception de ce parcours achat. Et qu'il va y avoir des étapes qui sont extrêmement critiques pour vos clients, qui sont même émotionnelles pour vos clients et qui pour vous étaient banales. Et je donne un exemple qui est le suivi de commande avec ce que j'appelle moi l'effet Zalendo. On sait, alors Zalendo vous connaissez, hein, c'est cette marque chez laquelle vous pouvez à 8 h du matin acheter des chaussures, annuler votre commande à 11 h si vous en avez envie et si vous l'avez confirmé, l'avoir chez vous à 17 h. Qu'est-ce qui se passe chez des marques comme celle-ci quand vous regardez le comportement de vos clients? Ils accèdent, au-delà d'avoir passé leur commande en 15 secondes, en 30 secondes, au suivi de commande, parce qu'on est tous devenus impatients. Et autant que la paire de chaussures qu'on a commandée à 8 h du matin, ce qui nous intéresse de savoir, c'est si la commande a été préparée à 8 h, si à 9 h, elle est bien partie de l'entrepôt, si à 10 h, elle est à la poste, si à 14 h, elle est au point relais comme j'ai voulu, et si je vais pouvoir la rendre à 18 h comme je veux. Donc les gens accèdent au maximum dans ces actes d'achat, ce qu'on appelle le suivi de commande. Chez nous, côté Sosh, quand on a lancé Sosh, il n'y avait quasiment pas de suivi de commande. On envoyait une carte SIM, et puis 5 jours après, on envoyait un mail au client lui disant « Normalement, vous avez reçu votre carte SIM, vous allez pouvoir valider votre abonnement. » Là encore, les standards changent, du point de vue du client. La carte SIM, ça matérialise en définitive ce que le client il est venu acheter chez nous, chez Sosh. Il l'achète au dernier moment, il a absolument, si ce n'est besoin, envie de savoir où est sa carte SIM. Et ce qu'il faut qu'on lui donne, c'est un suivi de commande quasiment en temps réel. Donc on a créé un suivi de commande, on a lié notre suivi de commande en définitive aux données de la Poste. Donc deuxième chose, faire votre cartographie client et aller chercher, pour donner de la simplicité, en fait, ce qu'on appelle les points de douleur. Trouver ces fameuses choses essentielles dans l'expérience client pour vos clients et le donner à vos clients. C'est comme ça qu'il aura une impression de confiance et de simplicité. Et puis la troisième chose, j'en ai touché un petit mot. Nous, on est parti très généreux chez Sosh. On avait 10 points de contact. Depuis quelques années, on essaye de ne plus avoir dans l'absolu que 2 ou 3 points de contact. Donc aujourd'hui, si vous êtes client chez Sosh, la relation client, c'est le chat. En cas d'urgence, c'est le téléphone, parce que vous pouvez ne pas avoir accès à Internet, donc difficile de faire un chat.
Et puis les réseaux sociaux. Mais surtout, se focaliser sur un point de contact pour la relation client où vous allez pouvoir petit à petit améliorer et ne pas vous disperser. Donc offre, point de douleur et se focaliser sur un ou deux points de contact simples sur lesquels vous pouvez vous améliorer sans vous disperser. Merci pour cette vision. Le fait est qu'on a beaucoup parlé dans les plénières et on aura encore l'occasion d'ici demain soir de parler de cet impératif de synchronicité. Hein. Les clients attendent effectivement une réponse immédiate, simple. On a parlé des robots de conversation hier et on aura l'occasion de reparler à nouveau du chat en effet. Alors Rénal Chapuis, Pôle emploi va bientôt fêter ses 10 ans. Sous sa nouvelle appellation, bien sûr. Et vous qui avez vécu cette transformation dans cette dernière décennie, comment est-ce que cet établissement public a mis en œuvre des projets qui visent à réduire l'effort client ? Je citais tout à l'heure quelques exemples clés comme l'inscription qui était vraiment un premier projet phare de simplification, de simplicité et d'expérience mieux réussie. Il faut savoir qu'on a un taux d'ailleurs qu'on suit de satisfaction qui est de l'ordre de 86%, donc qui est très bon sur l'inscription avec en gros une médiane à 16 minutes. Donc, globalement, en fait, on est plutôt sur quelque chose qui est maintenant bien intégré. L'étape sur laquelle finalement on se retrouve aujourd'hui, et je vais dans le sens de ce que disait François sur la question de la modélisation des parcours, sur la question effectivement de repérer les irritants, les difficultés. On a en plus, nous, une mission de service public, donc il faut aussi être capable de repérer des publics particuliers, hein, donc des gens effectivement qui ne s'expriment pas en français, qui ne maîtrisent pas le digital. Donc on doit avoir une offre évidemment qui intègre ces questions de segments de public sur le terrain ou en ligne, avec quand même une volonté très forte. Là, je reviens sur ce que disait Armelle, de digitaliser quand même de manière maximum toute l'expérience. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que tout le marché du travail, il est en ligne. Hein. Donc, soyons clairs, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver un emploi, bien sûr, il y a le premier mode, c'est le canal oral, hein, c'est le réseau fort. La deuxième modalité pour trouver un emploi aujourd'hui, c'est la candidature spontanée. Les gens ne le savent pas, mais c'est bien devant l'offre d'emploi. Et donc, on travaille d'ailleurs aussi à la question de comment outiller finalement cette candidature spontanée pour les utilisateurs. Et puis, le troisième, c'est l'offre d'emploi. L'autre chose, donc, au-delà de la modélisation des parcours pour offrir plus de simplicité dans l'expérience, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais la plus petite cellule de l'expérience, c'est l'information, c'est la donnée. Tout à l'heure, je parlais du langage, du cognitif. Et la question de la data, elle est quand même au cœur finalement de l'expérience. Posons-nous la question d'ailleurs de la collecte des données et de ce qu'on en fait déjà. Hein, pourquoi est-ce qu'on interagit avec l'utilisateur, pourquoi on lui demande ça et comment on l'utilise à son profit. Je dis ça parce qu'il y a une baisse de confiance globale des utilisateurs par rapport à la collecte de données, qui est liée d'ailleurs à une privatisation par de grands groupes qui les marchandisent, et du coup, ce n'est pas forcément vécu. Donc nous, on a une mission très, très forte là-dessus, c'est qu'on a un tiers de confiance absolue. Il faut absolument qu'on préserve cette capacité de l'information. Mais le deuxième sujet sur lequel on doit agir, c'est la portabilité des données. C'est-à-dire la capacité d'un utilisateur à vivre une expérience qui n'est pas forcément fournie par nous, qui est fournie par un tiers, et on va permettre finalement que ces données, je prends par exemple, vous avez votre profil sur pôle emploi.fr, vous allez pouvoir transférer finalement votre CV, votre profil vers un tiers. Ça peut être une entreprise, ça peut être un cabinet, ça peut être pour candidater sur une offre. Donc ce travail finalement de simplicité, de synchronicité, ce que tu dis, c'est effectivement ça se fait en temps réel et ça se fait directement sur nos serveurs. C'est un enjeu d'expérience utilisateur très forte. En sécurisant le consentement éclairé et la prise de conscience finalement de cette information et ce qu'on détient sur la personne. Deuxièmement, un peu à l'instar de ce que fait Microsoft avec Windows 10, d'avoir un véritable service de compréhension des données que détient le fournisseur sur moi. Et puis de pouvoir du coup le mobiliser, le transférer à un moment que je décide, tout en gérant les droits de révocation, les droits de suppression, de modification, le droit à l'oubli. Donc ça, c'est un sujet sur lequel, c'est vrai, souvent on parle peu en termes d'expérience utilisateur, mais qui est absolument central parce que c'est la plus petite cellule de l'expérience client. Hein, c'est vraiment l'information, c'est la plus petite cellule. Donc on travaille aujourd'hui
à travers donc, un nouveau portail qui s'appelle l'Emploi Store, donc qui rassemble en gros 300 services qui sont à peu près tous mobile first, hein, donc vraiment de manière à mobile first, parce qu'effectivement en termes d'expérience, compatible avec le mobile, l'usage mobile. ce que disait Armel tout à l'heure, donc l'intérêt on va dire, de cette compatibilité, de ce caractère, on va dire, adapté au mobile, c'est que en termes fonctionnels, c'est beaucoup plus simple. Hein, sur le mobile, on ne peut pas faire des choses complexes. Finalement, centrer le développement des services sur mobile nécessite une simplification de fait. Donc, voilà, donc ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, c'est de pouvoir proposer dans un store, dans un magasin, en ligne, dans une marketplace, tous les services qui vont répondre à nos utilisateurs sans forcément être le producteur. Et ça, je pense que c'est assez révolutionnaire dans l'action publique. Et troisièmement, d'être capable également d'avoir un magasin en gros de données qui sont mobilisables pour des développeurs. Donc on a ce qu'on appelle l'Emploi Store Dev, qui est en fait un silo dans lequel n'importe qui, vous pouvez d'ailleurs, accéder à des informations sur le marché du travail dont je parlais tout à l'heure de mission. Vous pouvez créer un service, utiliser finalement l'ensemble de nos données pour aussi les restituer. Et d'une certaine manière, on va avoir du coup des tiers qui vont nous aider à mieux remplir notre mission de service public. Voilà. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour moi de simplification de l'expérience. Le fait est que vous vous retrouvez entre Pôle emploi et Soch sur l'exploitation des données. Hein. L'un parle de portabilité à des fins donc d'échange des données caractéristiques, hein, le profil de l'utilisateur, et l'autre parle d'exploitation des données comportementales, mais aussi pour le suivi, hein, puisque là aussi vous avez des prestataires et des partenaires qui sont tout au long du parcours client. Alors, il y a des questions qui nous parviennent. Alors, il nous reste, pour information, je vous le dis, 15 minutes. Donc, pour aborder les quelques questions qui nous restent, il y a une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que vous mesurez l'effort client ou les progrès dans la simplification, par exemple, chez Direct Energy, Armel Balanceux? Alors, on n'a pas une mesure du Customer Effort score d'effort client, qui est une mesure normée. Mais on a toute une batterie d'indicateurs pour piloter la qualité et la fluidité de l'expérience client. Déjà, on a des indicateurs comme on a quand même 80% de nos contacts qui sont des contacts téléphoniques. Donc, on pilote notre capacité à décrocher et répondre rapidement. Et on répond, c'est-à-dire on met en relation physique avec un conseiller 93% des appels en moins d'une minute. Ça, c'est quelque chose qu'on pilote comme du lait sur le feu, et c'est déjà la première étape de l'effort client. Ensuite, après chaque contact, on a des batteries d'enquête. Donc, après chaque contact, on mesure la satisfaction client et on a une mesure de NPS, Net Promoter Score. Donc, s'il y a des questions, on pourra élaborer sur ce qu'est le Net Promoter Score. Et c'est aussi pour ça qu'on ne rajoute pas du Customer Effort Score, parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix sur le client. Il n'est pas non plus prêt à répondre à trop de questions. Donc, avec la StatCli, on adresse à la fois la qualité de la relation avec le client, mais aussi la capacité du conseiller à trouver une solution. Et si le conseiller a trouvé une solution lors de l'appel, ce qui est une façon de mesurer ce qu'on appelle le taux de résolution au premier appel vu du client, qui est aussi une mesure de l'effort qu'a dû fournir le client pour avoir la solution à son problème. Donc, on a ces sondes de satisfaction après chaque contact. On a aussi des sondes sur notre site, sur notre espace client, après chaque transaction, un paiement par carte bancaire, un déménagement. Donc, on recueille les avis des clients. On a également, avec un tiers neutre et certifié qui s'appelle Bazar Voice, on a différentes étapes de la vie du client. On sonde, on récupère des avis, et tout ça, ça s'accompagne de verbatim, où là, on recueille si les clients, comment ils jugent la souscription. Et là, on voit effectivement 5 étoiles, oui, c'était simple, clair, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, donc ça va. Et donc, on recueille du verbatim, et c'est à travers l'analyse des verbatim qu'on est capable d'identifier les signaux faibles, d'identifier les failles dans les parcours, les points de complexité, d'identifier, comme vous disiez, les irritants, les points douloureux, et donc de travailler pour justement réduire l'effort dans le parcours client, sachant que tous les gens qui, du coup, mettent un avis
voilà, négatifs, on va dire, on s'assure de les analyser et de les rappeler. Donc l'objectif sur lequel on travaille, c'est vraiment d'avoir des sondes à toutes les étapes, de la souscription à la facture, à la relève, d'avoir des sondes permanentes pour aller chercher à chaque étape comment ça se passe. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a eu l'occasion hier dans une des plénières, et je vous invite à la revoir pour ceux qui étaient absents, hein. Vous la verrez sur le site de Stratégie Client dans quelques jours. On a beaucoup parlé des avis consommateurs, de l'exploitation de la voix du client, avec notamment Citroën et son initiative Citroën Advisor, avec Decathlon et avec Leroy Merlin. Alors François Rondeau, rapidement, pour vous, quels sont les grands KPIs de la simplification et de la réduction de l'effort? En tout cas, quels sont ceux que vous utilisez? Parce qu'en fait, il y aurait un autre sujet qu'on pourrait développer, c'est la simplification des KPIs, bon, aussi en interne, hein, et on sait que c'est un sujet qui nous concerne tous. Ouais, surtout dans une boîte d'ingénieurs comme Orange, on aime bien mesurer. Donc certes, on aurait pu choisir une batterie de mesures. Mais vous avez remarqué qu'on a pris 3 entreprises ou organisations, hein, qui ont aussi des parcours très complexes, hein, et pour parler d'effort et de simplicité, c'était l'idée. Ouais, donc effectivement, nous, on a aussi côté Soch pas mal de mesures, mais en définitive de manière récurrente, hein. Alors quand je dis récurrente, c'est de manière mensuelle, mais c'est déjà pas mal. On suit avant tout un indicateur qui est absolument important pour nous et qui reflète bien en définitive l'état d'esprit qu'ont nos clients vis-à-vis de la marque Soch et des opérateurs en général. Quand on pose la question à nos clients, qu'est-ce que c'est une bonne relation client avec un opérateur, une relation client simple, ils nous répondent de manière simple et lapidaire: une bonne relation client, une relation simple avec mon opérateur, c'est une relation client où je ne contacte pas mon opérateur. Si je peux me permettre, ça me fait penser à un de mes livres de chevet, hein, dont j'ai parlé sur mon blog. The best service is no service. Il n'a pas été traduit en français, mais c'est un livre qui a été écrit par Bill Price, qui a été le premier vice-président d'Amazon sur la relation client. Et c'est une des grandes convictions d'Amazon dès le départ en 1995, c'est de se dire le meilleur service, c'est pas de service. Sous-entendu, le client ne doit jamais nous contacter. Voilà. C'est bien ça, vous parlez bien de ça. Nous, on est resté avec ça comme boussole. Et aujourd'hui, on mesure un indicateur mensuellement que vous connaissez tous certainement dans vos métiers, qui est ce qu'on appelle le taux de contact, hein, c'est-à-dire le nombre de fois, malheureusement, que nos clients ont eu à nous contacter. Donc, comme je le disais, par chat à 85%, mais aussi un petit peu par téléphone et encore un petit peu par mail. Et puis, on divise ça par le parc installé. Donc, ça nous donne un taux de contact du parc tous les mois. Et notre obsession, puisque aux yeux de nos clients, ces contacts sont en majorité des contacts subis qu'ils aimeraient ne pas avoir, on essaye de réduire ce taux de contact. Donc d'aller regarder parcours par parcours pourquoi les clients sont obligés de nous contacter. Et on fait bien ce travail de regarder le taux de contact global, mais le taux de contact parcours par parcours, achat, assistance, réclamation. Et puis au-delà de ces causes de contact, on va aller regarder et essayer de comprendre quelles sont ces fameuses causes racines qui amènent nos clients à contacter pour essayer de les éliminer. Donc on est extrêmement focalisé là-dessus avec cette idée de ramener le taux de contact peut-être pas à zéro, mais le plus bas possible. Alors il faut dire aussi que ça nous arrange, puisqu'avec Soch, on est quand même dans un marché low cost, hein. Qui dit marché low cost dit marge assez faible, hein. Vous savez que sur le marché de la téléphonie, vous pouvez acheter des forfaits à 0 €, donc on ne peut pas faire tellement moins cher. Et en termes de marge, on ne peut pas faire tellement moins pour une entreprise. Donc ça nous arrange aussi d'être extrêmement focalisé sur ce taux de contact, parce que qui dit contact entre la marque et le client dit aussi dépense au niveau de la relation client. Donc on a cette bonne résonance entre d'un côté des clients qui nous disent: je ne veux pas vous contacter sauf quand le nouveau Galaxy S8 sort, et là je veux vous contacter, je veux que vous décrochiez et je vais être le premier à être servi. Et puis nos impératifs de marge. Donc taux de contact et élimination des causes de contact, donc des causes racines, c'est-à-dire tout simplement des bugs qu'on a dans nos parcours clients ou dans nos interfaces digitales. Toutes les autres choses viennent plutôt pour nous comme la satisfaction client, dans un deuxième temps comme des sondes d'alerte quand on essaye d'améliorer un point particulier. On appelle une orientation totale sur la simplicité, effectivement, et l'efficacité. Alors, est-ce que vous avez des KPIs, des indicateurs clés de performance aussi chez Pôle emploi, en tout cas des marqueurs sur le parcours client, parcours utilisateur, pardon?
Oui, c'est vrai que quand tu dis le bon service, effectivement, c'est finalement pas de service. Ça fonctionne pas dans l'action publique. En fait, ça fonctionne pas parce que il faut avoir en tête que beaucoup de nos utilisateurs, en fait, ont aussi besoin d'avoir des contacts parce qu'ils sont dans une période de fragilité, etc. Donc, on a quand même une dimension un peu périphérique à notre mission première, qui est l'emploi, qui est proto-sociale, hein. Donc, il y a aussi des gens qui viennent, par exemple, en agence pour socialiser. Donc, là, le contact, finalement, il est nécessaire. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, on ne peut pas penser de cette manière-là. On a en gros 400 millions de contacts par an, donc c'est une masse colossale. Et la question finalement qu'on a dans ce traitement, c'est plutôt d'essayer de concevoir les bons KPI qui servent l'organisation tout en servant l'utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur doit aussi être à l'aise avec nos KPI. Typiquement, quand on prend l'entreprise, on a des recruteurs, par exemple, qui veulent absolument, lors du dépôt d'une offre, générer beaucoup de candidatures. Et puis, il y en a qui disent, alors surtout, j'en veux absolument peu. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas comme ça qui, en tout cas, militent pour avoir peu de KPI. Alors, on y travaille, hein, donc je ne vais pas vous les sortir aujourd'hui. Je pense que si on était à 5 KPI clés, ce serait vraiment bien. On a dans certains de nos projets le net, voilà, on a Le Net Promoter le Score, score, oui. voilà. Bon, on a Xiti, on est client Mediamat. Enfin, on a beaucoup finalement d'indicateurs qui sont plutôt centrés sur les outils, mais pour être vraiment considérant sur l'expérience utilisateur, en gros, le type de KPI, donc plutôt de performance et pas de suivi qu'on voudrait mettre en œuvre, par exemple, c'est le nombre de candidats, on va dire, présélectionnés qu'on a adressés, recrutés par rapport au nombre de candidats qu'on a adressés. Enfin, ce genre de choses devrait pouvoir nous aiguiller un peu sur les bons indicateurs de performance par rapport aussi aux attentes, finalement, de nos utilisateurs. Et l'autre sujet, je pense, au-delà du coup du KPI, c'est cette culture des indicateurs de performance et de la performance. C'est-à-dire qu'on a dans beaucoup d'organisations, notamment les grandes, parler de la culture de l'ingénieur, beaucoup des indicateurs sont plus des indicateurs de moyens, in fine, que des indicateurs de performance. Donc il y a aussi ce développement en même temps, une véritable culture de la performance. Bien sûr, nous avons des indicateurs clés de nos financeurs, hein, l'UNEDIC, l'État. Voilà, d'ailleurs, on en a rempli 80% l'année dernière, donc c'est notable. Mais la question plutôt dans le parcours, c'est de concevoir aussi avec les utilisateurs quels sont pour eux les bons indicateurs de performance. J'aimerais pour conclure, car il nous reste 7 minutes, vous demander à chacun en guise de conclusion, puisqu'en fait on a beaucoup parlé de relations clients à distance, de relations clients digitales, en guise de conclusion un petit peu de prospective, si je puis dire, à Armelle Balanceux, avec cette question. Quel est votre point de vue sur le bon équilibre entre l'autonomie du client et puis la relation humaine, finalement, entre hommes et machines? C'est une question récurrente qui vient ici à chaque plénière, et ça sera ma dernière question, pour chacun d'entre vous d'ailleurs. D'accord. Bah, effectivement, on est dans une période où on parle de bots, de robots à tous les coins de rue. Sur ça se greffe l'intelligence artificielle, qui est encore une étape supplémentaire dans les robots. Et on sent bien qu'il y a une révolution qui est en train de se jouer là. On a déjà vu, on voit déjà le phénomène dans tous les secteurs où le self-care, donc tu en as parlé François, sur le fait de digitaliser la relation client, où finalement l'autonomie du client via le self-care a déjà fait effondrer un certain nombre de contacts. Et on est tous un peu dans cette course-là aussi à la digitalisation. Nous, il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est le secteur qui veut ça, on a 80% de nos contacts qui restent des contacts téléphoniques avec un conseiller, mais on se prépare aussi, on voit le phénomène arriver, on teste aussi des bots, on s'intéresse à l'intelligence artificielle, au machine learning, et c'est un sujet voilà, assez ébouriffant, mais quand on dit ça, on voit que ça ouvre des perspectives pour rendre le client plus autonome, mais aussi le conseiller. Donc, il n'y a pas qu'un sujet client, il y a aussi un conseiller, parce que tous ces outils peuvent être une aide précieuse aussi pour les conseillers. Mais je crois qu'il ne faut pas nécessairement opposer l'homme et la machine. Les clients, ils veulent de l'autonomie, voilà, ils sont pressés, ils veulent un 24/24/7/7, ils veulent de l'autonomie, mais ils veulent aussi de la considération, de la reconnaissance et de la relation.
Et je crois qu'il faut voir tous ces outils comme un moteur d'amélioration de l'expérience. On ne remplacera pas un humain qui parle à un humain, une personne qui parle à une personne, mais à la fois toutes les situations ne nécessitent pas une interaction avec un humain. Par exemple, chez nous, faire une relève, eh ben, c'est beaucoup plus simple de la faire sur son appli, beaucoup plus immédiat. En revanche, on est en train de monter en compétence tous nos conseillers pour proposer un rendez-vous annuel énergie où là, ce qui est au centre, ben, c'est l'écoute, c'est l'attention, c'est la découverte pour proposer quelque chose de personnalisé. Donc l'enjeu, c'est de savoir qu'on peut parler à quelqu'un. L'enjeu, c'est de savoir à qui on parle quand on parle, si on parle à un homme ou à une machine. Et de ce point de vue-là, il y a aussi une perspective très intéressante avec les bots parce qu'il y a tout un langage qui se met en place, tout un style où aujourd'hui on sait qu'on parle à une machine, c'est fait avec, je trouve qu'il y a pas mal de programmation où il y a une note d'humour, donc tout ça fait qu'il y a une cohérence interne et voilà, donc il ne faut pas opposer les deux, ils sont très complémentaires et il y aura toujours besoin de personnes à la fin pour gérer la relation. Vous partagez ce point de vue, François Rondeau? Alors moi, je suis embarrassé sur la partie bot et intelligence artificielle parce que mes patrons me demandent en ce moment de me clarifier et de monter une stratégie pour Orange et Soch. Les clients ou non. les... Allez. Les patrons qui me payent. Et il faut bien avouer qu'on n'a pas aujourd'hui, nous, dit voilà, l'avenir de la relation client aidé par les bots ou l'intelligence artificielle, ça sera ça. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne rencontre pas de clients dans notre métier qui nous disent Monsieur Soch, Madame Orange, je meurs d'envie d'avoir une relation client simple en utilisant un chatbot chez vous. Ça n'existe pas. Donc c'est quand même un point de vue d'abord technologique, le chatbot et l'intelligence artificielle. Ce que nos clients veulent fondamentalement, ce que vous voulez fondamentalement, c'est de l'efficacité. Voilà, donc moi je pense que la bonne question là-dessus, sur les bots et l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que ça peut apporter de plus déjà à nos clients dans le futur. Et quand on regarde ce qu'on a un petit peu amélioré, les croyances qu'on a, c'est qu'effectivement, peut-être une interface de bot, on va dire dans Messenger ou sa propre interface de bot, elle pourrait rendre service pendant les fameuses heures non ouvrées ou plus simplement la nuit. Nous, on est juste une entreprise normale. Donc, à 8 heures, il n'y a plus personne. Et c'est vrai que notre relation client, faut attendre des fois pour chatter avec quelqu'un 8 heures le lendemain matin. Moi, quand on a démarré Soch, l'activité sur notre site internet et sur nos points de relation client, ça finissait à peu près à 20h30. Voilà, les gens partaient, ils revenaient le lendemain matin. Aujourd'hui, sur notre compte Twitter, ça tweet en entrée jusqu'à 1h du matin et ça reprend à 4h du matin. Donc le 24-24, on le vit aujourd'hui. Et peut-être que là, effectivement, première croyance qu'on a, l'aide d'un bot pourrait être précieuse sur des questions simples. Deuxième croyance qu'on a, c'est la techno, ça a toujours des limitations et vraisemblablement que même si c'est très prometteur, ça pourra peut-être nous aider sur des questions simples, ce qu'on appelle dans notre langage des verticales. Une fois de plus, les questions de suivi de commande. Peut-être qu'en liant un bot à notre application de suivi de commande, on doit pouvoir être capable de donner une réponse à un client de jour comme de nuit. Et puis la troisième croyance clé qu'on a, en tous les cas, qu'ont les personnes qui développent et regardent ces technos chez nous, c'est qu'on ne doit pas mentir au client. C'est-à-dire que le client, même si on lance un jour une interface bot en relation client, le client doit savoir que c'est un bot. Il ne doit pas y avoir de méprise entre le bot et l'humain. Et c'est le client qui doit rester en contrôle, c'est-à-dire qu'à tout moment, si le bot est dans les choux, qu'il n'arrive pas à répondre, et à l'initiative du client, le client doit pouvoir dire non, ça ne me convient plus, maintenant je voudrais être en contact avec une vraie personne. Donc si on respecte ça, trouver, on va dire, les bons endroits d'efficacité, peut-être les heures non ouvrées, les domaines où ça peut aider parce que c'est assez simple et que la techno est capable d'être là dès maintenant. Et si on laisse le contrôle à nos clients et qu'on n'impose pas les bots à nos clients, on devrait pouvoir faire des belles choses assez rapidement. Le mot de la fin pour vous, Rénal Chapuis. Comment est-ce que vous voyez cette combinaison entre le monde réel et le digital ? Nous, on a une formule, c'est plus vite avec le digital, plus loin avec le conseiller. Donc c'est vrai que la question un peu du digital, c'est comment, jusqu'à une certaine limite, donner confiance et quel relais, du coup, plutôt,
rapide, hein, bien compris, bien partagé, transparent avec le conseiller qui est là quand même aussi pour l'échange, pour effectivement l'interpersonnel. L'autre sujet que je vois par rapport à ce que vous venez de dire, là je réagis plutôt à ce que disaient Armel et François, c'est on a un système un peu intermédiaire qu'on oublie aussi dans la question un peu des interactions entre un individu finalement et puis la machine, c'est que le digital permet aussi l'entraide. Donc c'est vrai qu'il y a l'intelligence collective. Hein. Nous, on a, il y a peu de temps, testé finalement des dispositifs où vraiment les internautes s'entraident sur le parcours utilisateur et on voit finalement en termes de performance par rapport à des systèmes de robots, non seulement une humanité forte, des réponses rapides et en même temps, finalement, une meilleure prise en compte pour nous de l'expérience, donc avec des capteurs, et finalement, cette solidarité qu'on organise, elle est un peu aussi au cœur de notre mission. Donc en fait, elle répond bien à la fois à cette combinaison entre l'humain et le digital, et elle peut alimenter d'ailleurs derrière des bases de connaissances, des bases de réponses pour des robots. L'autre chose que je voudrais dire, c'est la question de la conscience qu'on a de la mobilisation d'un algorithme ou d'un robot. D'abord, il y a une loi qui nous l'impose, c'est la loi Le Maire. Hein. Donc la loi effectivement sur le numérique, l'économie numérique, elle stipule bien qu'à un moment donné, quand vous faites une prescription avec un dispositif digital automatisé, il faut être capable de le dire. Et ça, je pense que je reviens à cette question de la transparence autour des données. Savoir que c'est une machine ou un outil digital qui vous prescrit quelque chose, c'est une forme de liberté. Donc c'est vrai, laisser le choix à un individu de qualifier le niveau de réponse qu'il lui a apporté, sans forcément avoir une bonne connaissance finalement de, effectivement, est-ce que c'est un robot qui m'a donné cette réponse ou pas, me semble finalement un acte fort de liberté. Et donc je pense que ce sujet-là, il ne faut pas l'écarter, hein, cette capacité de laisser le choix à l'utilisateur dans ses services, mais dans la manière de rendre le service, de est-ce que je préfère que ce soit rendu par un humain ou que ce soit rendu par un robot. Et là-dessus, je renvoie par exemple à des sujets dans le médical. Je veux dire, on sait très bien opérer une dent aujourd'hui avec un robot. Je pense que vous serez tous, hein, à un moment donné, en fonction de votre réaction à la technologie, plutôt enclin à demander une opération par la main d'un chirurgien dentiste ou par la main. Et cette question, donc, c'est de savoir avant, finalement, comment, ou au moment où vous le faites, comment le service vous a été rendu. C'est, je pense, un engagement que les marques, à mon sens, doivent apporter. Merci pour cette prospective. Donc, je vous rappelle les ouvrages à lire qu'on a pu citer. Il y en a un qui me vient tout de suite. C'est Mon directeur marketing sera un algorithme, qui est un livre qui va vous enchanter et vous effrayer, qui est signé Stéphane Amarcy, le patron d'Inbox, qui a un stand ici. Et vous trouverez ce livre sur le stand des éditions Kawa. On a parlé aussi de Best Service is No Service de Bill Price, que vous pouvez trouver sur un grand site de vente en ligne qui simplifie les parcours clients, si vous voyez ce que je veux dire. Et également un autre livre dont je suis le co-auteur, et on a beaucoup parlé de ce sujet ici, et il y a des témoignages, qui est Le management de la relation client, donc aux éditions Vuibert. Je vous souhaite une belle journée, et c'est le moment d'applaudir nos speakers pour cette plénière. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.